Et pendant ce temps, à Berlin, des milliers d'opposants iraniens se sont rassemblés ce samedi pour réclamer la chute de la République islamique d'Iran. Un mois après le mouvement de contestation réprimé dans le sang, ils ont répondu à l'appel du Conseil national de la résistance iranienne. Un autre rassemblement était organisé dans la capitale allemande avec cette fois les partisans de Reza Pahlavi, le fils du Shah en exil. Il a rassemblé 1600 personnes selon la police. En France, l'enquête se poursuit pour tenter de retrouver les auteurs et le commanditaire de l'enlèvement de 2 femmes survenues cette semaine près de Grenoble. Elles ont toutes 2 été retrouvées blessées vendredi dans un garage. L'une d'elles est la compagne d'un dirigeant d'entreprise lié aux crypto-monnaies. Il avait reçu, quelques heures après le rapt, une demande de rançon d'1 million d'euros en crypto-monnaie. C'est au moins la 7e affaire d'enlèvement ou de séquestration en moins de 2 mois. Renaud Lifshitz est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en cybersécurité et en crypto-monnaie. Est-ce que c'est devenu dangereux aujourd'hui de posséder de la crypto-monnaie ? Alors, le Bitcoin s'apprécie beaucoup ces derniers temps, ce qui fait que ça devient quelque chose un appât intéressant pour des groupes un peu mafieux. Et puis, il y a une pression qui s'accentue sur les narcotrafiquants, beaucoup en France, avec des moyens de justice et de police de plus en plus conséquents. Donc, il y a une reconversion d'une partie de ces narcotrafiquants, malheureusement, dans les rapts et enlèvements liés aux crypto-monnaies. Pourquoi dans ce domaine en particulier ? C'est parce que les investisseurs en crypto-monnaie, les personnes qui travaillent dans la crypto, sont des proies faciles ? Alors, c'est une idée reçue qu'avec les crypto-monnaies, ça va être plus facile de faire un gros virement, plus facile que dans une banque, par exemple, avec moins de contrôle, etc., etc. Ce qui n'est pas déjà forcément évident. Mais la grosse difficulté pour les ravisseurs va être surtout de blanchir les fonds et d'arriver à revendre ces crypto-monnaies. Et généralement, c'est comme ça qu'ils se font attraper, puisqu'il faut revendre ces crypto-monnaies sur des places d'échange de crypto-monnaies sur lesquelles on décline son identité et sur lesquelles on peut geler très facilement les fonds. Si c'est pas si simple que ça, pourquoi il y a tant d'enlèvements ? On voit que de mois en mois, d'année en année, ça se multiplie. Disons qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des crypto-monnaies en France. On estime qu'il y a 10-12% des Français qui ont des crypto-monnaies. Et il y a beaucoup d'idées reçues et beaucoup de fantasmes par rapport à ça aussi. On pense aussi tous que les gens qui ont des crypto-monnaies sont des multimillionnaires, ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment. Donc beaucoup de fantasmes autour de ça. Et beaucoup d'idées reçues sur la facilité d'effectuer le vol et de blanchir et de receler les fonds ensuite. Qui sont ces personnes qui sont derrière ces vols, ces rackets ? Est-ce que ce sont des réseaux professionnels très organisés ? Manifestement non, puisque vous dites qu'ils sont face eux-mêmes à des idées reçues. Oui, tout à fait. C'est souvent en fait des réseaux de narcotrafic qui se reconvertissent sur d'autres activités lucratives. Donc ça peut être le homejacking, ça peut être les rapts liés aux crypto-monnaies. Donc souvent des têtes de réseau malheureusement à l'étranger. Et il y a des enquêtes en cours qui ont montré des têtes de réseau notamment à Dubaï ou au Maroc, mais avec des recrutements de petites mains. En France, de petites mains payées à la prime, quelques centaines ou quelques milliers d'euros, de jeunes, voire même très jeunes, de manière à pas être, on va dire, risquer la prison. Donc ça peut être des jeunes de 15 ans même qui sont recrutés pour ça, et des jeunes qui ne se connaissent pas, qui sont recrutés sur des messageries sécurisées et qu'on embauche quelques jours avant l'opération, qu'on paye quelques centaines ou quelques milliers d'euros, et puis des tâches très compartimentées. Mais les petites mains en soi sont pas du tout des experts sur le sujet, et d'ailleurs il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises par ces ravisseurs. À Paris, lors d'un précédent enlèvement, les ravisseurs avaient été mis en déroute par un lancer d'extincteurs. Mais il y a toujours usage de la force, de la violence lors de ces tentatives de racket et d'enlèvement ? Oui, ce sont des actions qui sont extrêmement violentes, issues en fait du grand banditisme. Donc c'est exactement les mêmes méthodes, mais avec des gens qui commettent beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs qui laissent beaucoup de traces, qui sont mis en déroute par le moindre imprévu, et qui demandent parfois même des crypto-monnaies dans des crypto-actifs qui peuvent être gelés à distance. Donc on voit qu'il n'y a pas une bonne connaissance technique du milieu. Est-ce qu'on a une idée du taux de succès de ces demandes de rançon ? Est-ce que là, apparemment, dans le cas de cette semaine, la personne qui a été rançonnée a refusé de donner l'argent ? Ça se passe souvent comme ça ? Oui, alors on entend beaucoup parler de ces cas, et c'est évidemment très très préoccupant, mais justement le taux de succès est très très faible. Il y a moins de 10% des rapts en France sur la dernière année et demie qui ont donné lieu à des versements de rançon qui ont été réussis.
parce que très souvent déjà il n'y a pas eu de versement de rançon, et quand il y a eu versement de rançon, assez souvent la rançon a été gelée lors de son transfert ou lors de sa supposée vente sur une place de marché. Donc très souvent en fait la rançon n'est même pas récupérée par les ravisseurs. Donc ce sont des opérations qui sont très risquées et qui réussissent que très très peu de temps. Est-ce que les autorités françaises ont pris pleinement la mesure du problème? Est-ce que la police est en mesure de recevoir la plainte de quelqu'un qui dit quelqu'un me menace de me prendre mes cryptos? Alors le gouvernement avait mis en place quelques mesures à l'été dernier, notamment en visant les entrepreneurs. Le problème, c'est que ça ne touche pas uniquement les entrepreneurs, et très souvent ça touche même les cercles familiaux autour des victimes. Et donc on ne peut pas mettre évidemment en place des dispositifs particuliers autour de tout le monde. Et le vrai souci, en fait, c'est qu'on a beaucoup de fuites de données en ce moment en France. De piratage ? De piratage, de fuites de données, voilà. Plusieurs entreprises par jour sont piratées. Et dans ces fichiers qui sont piratés, qui viennent de sites e-commerce, d'associations, d'administrations parfois même, on trouve les adresses de domicile des gens. Et lors de plusieurs affaires, en fait, les ravisseurs ont avoué avoir eu accès à des fuites de données pour retrouver le domicile, l'adresse de domicile des victimes. Et ça, on ne peut rien faire contre. Voilà, alors évidemment, en tant qu'expert en cybersécurité, je sais qu'il n'y a pas de sécurité à 100% sur la sécurité des données. Le vrai souci, c'est que en fait, on a de plus en plus de données qui sont collectées dès lors qu'on va sur Internet, ou même dès lors qu'on possède des crypto-monnaies. Et la législation, malheureusement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, va à l'encontre en fait de la sécurité des citoyens, puisque la réglementation sur les crypto-actifs nécessite une collecte de données plus avancée que les collectes de données qu'il y a dans le milieu bancaire, par exemple. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Renaud Lifshitz. Ça ne donne pas vraiment envie d'acheter de la crypto-monnaie en ce moment, mais en tout cas, merci de nous avoir éclairés sur ce sujet.